pensé à investir dans l'agriculture. Je pense que c'est un domaine assez rentable pour toute personne qui veut s'y investir réellement. Je n'ai jamais pensé à investir dans l'agriculture parce que je n'ai aucune formation dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je n'ai pas pensé parce que mon papa il est déjà dans l'agriculture. Et c'est là, moi, mon devoir, c'est de faire sa fierté, étant à l'école, étant à l'université. Je m'y mets aussi. Quelques rares fois, je vais déjà au village, penser à voir comment cultiver les terres. Je n'ai pas pensé à investir dans l'agriculture. Mon grand-père fait ça déjà, donc c'est pas moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pensé à investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, quand on voit, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème de la nourriture. Bon, on s'est dit, quand on investit dedans, ça va sortir. Comme tout jeune Africain, Ivoirien, comme on l'a dit, la terre nourrit son homme. Moi, j'ai déjà pensé à investir dans l'agriculture, notamment dans le vivrier, la banane plantain, des véas et de cacao. Voilà. Parce que bon, vu un peu tout ce qui se passe dans le pays, on a vu qu'aujourd'hui, même on dit les boss, hey, c'est pas comme ça, mais tous ont un petit champ quelque part. Donc moi aussi, en tant que jeune aussi, j'ai décidé depuis longtemps de mûrir ce projet. Thomas a transformé notre invité et cela se voit à l'œil habillé. Si j'enlève les lunettes, c'est à l'œil nu, ça se voit. Et tout se voit. Et ça vous a transformé. Moi, je dis, vous êtes belle, vous êtes charmante, surtout avec vos tomates, vous êtes belle, vous êtes dotée d'une beauté qui ne peut laisser qu'un homme viril indifférent. Et ça vous rougit déjà, comme une tomate d'ailleurs. Vous savez, la beauté a des vertus, je veux dire, la tomate a des vertus sentimentales. Vous avez vu, même quand vous êtes en famille, vous êtes avec votre chérie, quand vous dites vous êtes belle, vous êtes charmante, elle rougit comme une tomate. Donc ça a des vertus sentimentales. Et ça vous dit que... Voilà, dit que la tomate, c'est un légume. Apparemment, oui. Vous avez l'habitude des femmes européennes. Oui, parfois quand même, parfois. Parce que pour rougir, qui va se négliger? C'est pas notre tomate poto là, la tomate d'huile est blanche. Non mais la tomate est un légume indispensable à nommer chaque jour. Quand vous allez dans les kiosques, chez Diallo, ils vous demandent toujours spaghetti blanc ou bien rouge. Oui, généralement, avant même de demander blanc ou bien rouge, il a déjà mis la part de tomate là dedans. Blanc ou bien rouge, il a déjà mis. Ça veut dire que personnellement vous allez accepter. Et ceux qui acceptent toujours le rouge là, ils sont nombreux. Voilà, donc je vous dis que c'est très bon et la tomate c'est bon, piment, c'est différent. Et l'argent même que vous gagnez dans la tomate est à l'image de la tomate elle-même. C'est un produit, c'est un légume généreux. C'est-à-dire, quand tu prends la tomate, tu pèses, tu déposes quelque part ici, c'est-à-dire quelque part où la terre est un peu molle façon là, ça pousse automatiquement comme manioc. Voilà. Pourquoi manioc? Oui, pourquoi on dit que Molly a chanté? Partout on te tige des manioc, tu pousses comme tige des manioc partout où on te met. Alors pourquoi? Oui, mais c'est ça. Manioc là, c'est un produit qui est plus consommé à l'ouest. Pourquoi on dit jamais les filles guerrières Yacouba sont généreuses? C'est parce que manioc la pousse partout. Non! Mais attends, mais c'est ça. Mais tu consommes quelque chose qui est généreux, tu vas devenir généreuse. C'est simple, la vie est tellement simple. Et donc, c'est différent de quelqu'un qui vend piment. Quelqu'un qui vend piment, il faut lui demander son argent. Lui-même, pour te donner l'argent, je te donne combien? Je te donne combien? Je te donne combien? Et voilà, merci. Au-delà de tout ceci, il faut savoir que la tomate aussi a des vertus très très mystiques. Il faut faire très attention. Nous, les philosophes, nous en savons plus. La tomate, c'est difficile même de savoir si c'est un légume ou un fruit. Difficile, oui. Mais souvent, ça dépend. Quand tu as faim, quand tu manges, ça devient légume. Mais quand tu n'as pas faim, là, ça devient fruit. Donc, ça devient... Et puis même, la tomate, on parle de... On dit que c'est riche en vitamine E, vitamine C. Quand on fait nos recherches, on dit que c'est des composés qui contiennent des antioxydants. On parle d'antioxydants, mais en même temps, on sait que c'est le légume qui est plus consommé en Occident. C'est consommé en Occident et on parle d'antioxydants. Vous voyez ce paradoxe là? Ça veut dire que c'est très mystique. C'est très mystique. Heureusement, ça ne s'écrit pas de la même manière. Voilà, et c'est très... L'argent de la tomate, regardez, ce que vous faites, l'argent que vous gagnez dedans, quelqu'un n'a qu'à les voler, c'est feu. D'abord, c'est rouge là, c'est feu, il est en train de voler comme ça. C'est feu, il est en train de voler comme ça. Voilà. Et vous, ça vous a transformé, vous avez ce que vous avez, vous êtes discrète. Et j'ai jamais vu une tomate chanter quelque part. C'est carotte qui fait, c'est rap carotte qui fait du. L'autre tomate est sereine dans son coin, elle gagne son argent. Vous vous lancez dans l'agriculture exactement en janvier 2017, juste après avoir obtenu votre licence en journalisme. Paradoxe des paradoxes, on aimerait bien comprendre cela. J'ai été un peu choquée. Un jour, je partais à l'OCPV et la dame de l'OCPV me dit la tomate que tu consommes... L'Office de l'aide à la commercialisation. Commercialisation. Elle me dit... la tomate que vous consommez en général vient la plupart du Burkina Faso. Alors je me dis, la Côte d'Ivoire avec toutes ses richesses, avec sa terre, tout ça, mais les jeunes, ils font quoi? Et c'est comme ça que je vais,
décidé de me mettre dans la tomate, mais via Internet en ce moment-là. Mais c'est quand même différent, je veux dire, par rapport à la formation que vous avez eue, ce domaine-là, il est étranger, carrément étranger pour vous. Effectivement. Donc, je vais directement faire une formation à l'ANADER. Je fais 2 jours, culture hors sol. Après, je vais à Cocosol vers Mputo. Je fais une autre formation encore. Et c'est comme ça, je commence. Je commence avec 350 000 francs. Avant d'aller plus loin, moi, je veux savoir, est-ce que c'est parce que c'était dur? Quel était votre état de santé au niveau des finances? Bon, normalement, financièrement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je faisais des promotions avec des sociétés. J'avais 5 000 francs par jour. Donc, c'est comme ça que je vivais. Est-ce que ça vous a permis quand même d'économiser? Oui, effectivement, puisque je suis papa, donc ça m'a permis d'économiser. Donc, je ne louais pas de maison, rien. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous vous retrouvez en train d'être agriculteur. Ça se passe comment concrètement? Vous démarrez par quoi? Vous faites cette formation à l'ANADER, ensuite? Je finis la formation avec Madame Guesson. Et puis après, je ne suis pas satisfaite. Je retourne à Calivoire. Je fais une autre formation à Calivoire. Je ne suis pas encore satisfaite parce que j'ai trouvé que Calivoire, c'était un peu chimique, les produits qu'il donnait. Alors, moi, je voulais quelque chose de naturel, de bio, en fait. Et c'est comme ça, avec toutes ces formations, à la maison, dans un pot, je plante des grains de tomates. Et ces grains de tomates... On va dire que vous avez approché certaines structures, mais vous n'avez pas trouvé en fait ce que vous recherchiez. Effectivement, effectivement. Donc je décide de planter bio, sans produits chimiques, à la maison d'abord. Donc dans mon petit pot, je plante les tomates et la tomate va atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Alors du coup, je me suis dit, waouh, ma mère, elle plante toujours les tomates, ça n'atteint jamais 1 mètre, 2 mètres. 2 mètres de haut, 2 mètres de haut, avec de la viande de poulet et puis de la cendre. J'ai aussi vu sur Internet. Vous avez parlé de votre maman. Apparemment, elle vous a inspiré. Ah oui. Elle était déjà dans le domaine? Non, passe-temps, elle faisait ça comme ça. Ah d'accord. Voilà. Elle n'était pas dans le domaine. Alors, comment concrètement ça va se passer? Je veux dire, une fois cette étape terminée, comment est-ce que vous arrivez à avoir une parcelle et à commencer votre activité? Alors, j'ai 350 000 francs. Je m'en vais à Azagui et Bilda. J'arrive. Bonjour monsieur, je veux louer votre parcelle. Là-bas, la parcelle, c'est à 50 000 francs la location, 1 hectare. Alors, je paie. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. D'accord. Alors, je paie et je commence maintenant à produire. Mais j'ai commencé directement dans le sol parce que je n'étais pas trop sûre des capacités hors sol, donc j'ai commencé directement dans le sol. Et puis, ce qui m'a beaucoup favorisé sur cette parcelle, c'est qu'il y avait de l'eau autour. Voilà, c'était un bas-fond, il y avait de l'eau autour. Donc, du coup, ça m'a beaucoup favorisé. Donc, la première fois quand je vais faire, ce sera bien sûr un fiasco, puisque je mets 350 000 francs et je me retrouve à 100 000 francs. Je n'ai pas de bénéfice. Donc, du coup... Les 350 000 francs, je veux dire, comment est-ce que vous les avez répartis? 50 000 francs pour la location, 12 000 francs, c'était pour les grains, la semence, et puis le matériel. Et puis, bien sûr, les personnes qui travaillent avec vous, il faut leur donner quelque chose, voilà. Donc, c'est comme ça que j'avais reparti. Mais vers la fin, il faut savoir que si vous faites l'agriculture, vers la fin, vous allez vous retrouver seul. Parce que les gens, ils trouvent que c'est trop difficile et ils vous laissent tout seul. Et vous aviez environ combien de personnes qui travaillaient pour vous? 3. 3 personnes? 3 personnes. Ça, c'est au départ? Aujourd'hui, je suis à 11 personnes. Voilà, il y a 6 femmes, 3 garçons et puis 2 autres, moi et une autre. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que la première expérience a été un échec. Oui. Est-ce qu'avec du recul, vous savez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi? Oui, effectivement, c'est le manque d'expérience d'abord. Et puis, j'ai commencé les choses un peu trop vite. Pressé. Pour faire l'agriculture... Il y avait l'excitation. Voilà, l'excitation, parce que quand vous allez sur Internet, les chiffres qu'on vous donne, ça fait rêver. Vous vous dites 200 millions, 1 hectare sur 1 hectare, j'ai 20 tonnes, ça fait rêver. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. La réalité est tout autre. La réalité, c'est tout autre. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans ce domaine?
La première difficulté, c'était d'avoir la parcelle aussi. Quand vous êtes ivoirien, quand on vous donne une parcelle, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Et puis la seconde difficulté... C'est un peu bizarre quand même. On est en Côte d'Ivoire là. C'est pas parce que vous êtes une jeune fille, vous arrivez là-bas avec des talons, moi je vais la terre, on dit toi tu vas faire quoi à la terre là? Et c'est pas ça. C'est un qui ne vous a pas fait confiance. Voilà. Il se disait que vous étiez peut-être trop jeune, voilà, avec ce métier qui est difficile. Peut-être vous allez choquer encore pour demander la parcelle. C'est cela. Voilà. Ça fait combien? Ça fait combien la parcelle? Combien est-ce que je dois payer? Et effectivement, les gens ne croyaient pas en moi, ils n'avaient pas confiance. Et surtout quand j'ai fini la licence de journalisme, moi j'ai déçu un peu les gens. De licence de journalisme à l'agriculture, c'était un peu décevant pour papa. J'imagine la famille. Hein. Voilà. Bon, ils ont trouvé que c'est un boulot de Bella, tout ça. Du coup, passer de journaliste à l'agriculture, donc il n'y avait personne vraiment au début pour moi. Donc c'est petit à petit que je suis au bout du chemin. Alors moi j'ai une question pour revenir justement à la fin de vos études et à ce choix de carrière-là. À aucun moment vous avez eu des doutes, vous vous êtes dit c'est peut-être pas ce que je voulais faire. C'est vrai que vous êtes rendu compte que en Côte d'Ivoire on n'avait pas assez de tomates et que ça venait d'ailleurs, c'est un peu frustrant forcément. Mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Est-ce que c'est parce que vous avez regardé les chiffres en se disant on peut avoir beaucoup d'argent là-dedans? Parce que du journalisme à ça, aujourd'hui on voit plein de jeunes qui n'ont pas du tout envie de se lancer dans l'agriculture. Vous êtes motivé de façon spontanée, mais pourquoi? Sincèrement, c'est les chiffres. D'accord. L'argent. Parce que la fin de toute chose, c'est l'argent. Même si vous faites du journalisme, la fin de toute chose, c'est d'être à l'aise, c'est d'avoir une maison, une voiture, voilà. Donc pour moi, faire de la tomate et puis avoir du fric, bon. Ça va pas, on ne dira pas que c'est forcément l'argent parce que j'imagine qu'après le premier échec, forcément, il y avait la motivation parce que si vous n'aimez pas... Ma chérie, non, ça va que l'argent... C'est clair, c'était l'argent parce que c'était dur. Elle a eu son diplôme et c'était pas sûr qu'elle puisse avoir du travail. Mais je veux dire aussi que tu n'as que pour motivation l'argent. Lorsqu'il y a des échecs, tout de suite tu abandonnes. Ouais, mais là, c'est différent. Vous avez persisté. Donc forcément, il y avait peut-être l'amour de la chose, je sais pas. Sincèrement, au début, certes, c'était l'argent, mais au fur et à mesure, l'amour et aussi quand vous allez au marché et que vous voyez vos tomates sur les tables, tout, c'est vraiment un honneur, quoi. L'haricot vert, j'ai fait la récolte, l'haricot vert la semaine passée, j'ai vu Adjamé sur les tables, les Ivoiriens qui consomment. Et là, vous dites, je suis important dans la société, je nourris la population. C'est incroyable. Alors, la première expérience, comme vous l'avez dit, vous avez signifié, vous avez travaillé à perte. Vous vous retrouvez avec 100 000 francs, vous avez forcément besoin d'argent pour acheter encore de la semence, pour satisfaire, on va dire, vos employés. Alors, comment vous faites à ce niveau-là? Bon, je recommence avec les 100 000 francs. Je paye 12 000 francs. Et puis, là, je commence. Mais cette fois-ci, on va faire à deux. Parce que les gens, ils sont un peu découragés, tout et tout. Donc, je fais à deux avec mon petit frère. Et c'est comme ça que, par chance pour nous, on se retrouve dans une période où la tomate a un prix élevé sur le marché. Donc, à 1 000 francs le kilo. Donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec 2 800 000 francs CFA. Et la question que je m'en vais vous poser est la suivante. Vous nous dites que la tomate vous a transformé. Qu'a-t-elle réellement changé en vous? Numéro 1, je voyage beaucoup. Ça, c'est un plaisir. Je vais en Tunisie pour des formations. Je vais en Israël. Et vraiment, c'est un honneur. Et aussi, j'ai aussi une voiture. Hein. Docteur Philo, franchement, la tomate. Moi, quand je pense à combien d'années j'ai fait à la RTI avant d'avoir une voiture. Franchement, on aurait fallu faire un champ. En 1000 années, elle a commencé en janvier 2017. Là. Votre voiture, vous l'avez obtenue en quelle année? Enfin, l'année passée. L'année passée, en 2017. Oui, c'est avant le prix Alassane Ouattara. D'accord. Donc en 2017, vous commencez en janvier 2017. Oui. Avant la fin de l'année, vous avez une voiture. Oui. Tomate. Tomate, tu me parles. Alors, vous venez de nous parler
parler du prix Alassane Ouattara. Elle est ambitieuse, elle est ambitieuse. Moi, j'ai envie tout de suite de lui demander si elle était mariée. Bon, je sais pas, ça n'engage comment. Vous êtes mariée, vous avez quelqu'un dans votre vie sur ce plateau. Effectivement, je ne suis pas encore à prendre. Je suis mariée. J'ai le père de ma fille. Est-ce que vous êtes marié? Je n'ai pas dit le père de votre fille. Est-ce que vous êtes marié? Ça énerve, ça énerve. Ouais, moi, ça m'énerve parfois. Ce que ça vous a apporté et rapporté, hein. Donc, je veux dire, situation financière, votre situation financière a changé. Oui. C'est cela, radicalement, je suppose. Oui, oui, effectivement. Voilà, avec tout ce que vous avez autour comme accessoires. Et puis quoi d'autre? Les voyages ensuite. Oui. Et puis, bon, les partenariats aussi, parce que certaines boîtes trouvent que je suis ambitieuse. Donc, du coup, on est en train de faire un partenariat avec des Chinois dans le but de passer à la transformation. Voilà. Vous nous avez parlé d'un prix il y a quelques instants, le prix Alassane Ouattara. Vous étiez donc lauréat du prix Alassane du jeune entrepreneur émergent 2017. Ça consistait à quoi exactement? C'est un projet. Si vous avez un projet particulier, vous allez postuler et vous avez un financement. Et c'est comme ça que j'ai participé. Donc j'incite tous les jeunes ici à saisir les opportunités, à participer aussi. Vous avez eu un financement à hauteur de 5 millions de francs. 5 millions, donc j'imagine que ça vous a aidé. 5 millions que vous avez forcément injectés dans vos affaires. Voilà. Et qui vous permet de vous retrouver à ce stade-là, à ce niveau-là. Et son ambition de devenir journaliste, elle a abandonné ou pas? Est-ce que l'objectif ou, on va dire, le rêve est en veilleuse? Effectivement, le rêve est toujours en veilleuse. Ça ne me gêne pas de faire à la fois l'agriculture et le journalisme. Voilà, le journalisme. C'est deux choses Vous avez été formé pour quoi exactement? En journalisme. Dans le domaine du journalisme. Pour l'écriture ou pour la télé? Non, on a fait un peu de tout. On a fait un peu de tout. On a fait un peu marketing, infographie. Mais on s'est plus accentué sur la présentation journal. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois une journaliste et une consultante. En même temps, vous êtes dans le domaine du marketing. Vous avez la tomate. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous pousser à l'achat? Bonsoir, cher public. Moi, je fais de la tomate Sodefel. Voilà, c'est une tomate de très bonne qualité. Elle est naturelle, bio, sans produits chimiques, sans pesticides. Je vous garantis. Si vous l'achetez, vous rajeunissez en 2 jours. Wow. Ah mais c'est bien, et puis je veux dire l'addiction, la voix, elle a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que vous aurez vraiment le temps de faire les deux à la fois au stade où vous êtes dans votre entreprise? Oui, actuellement à ce stade oui, mais au début c'était pas possible parce qu'il fallait être là tout le temps et maîtriser réellement les choses. Parce que ici quand vous entreprenez, il faut tout faire vous-même. Il faut désherber, il faut planter vous-même parce que les autres ils font pas bien. Il faut être là à tout moment. Voilà. Et je pose la question à dessein parce que vous êtes passé, on va dire, de 1000 mètres carrés aujourd'hui à 10 000 mètres carrés, soit un hectare. Effectivement. Alors, ça fait beaucoup de travail quand même. Ouais, effectivement. Donc, du coup, les employés, ils sont là. On a des contractuels. Donc, il faut être là. Il faut être toujours là. Mais maintenant, bon, on peut laisser la tâche. Mais au début, ce n'était pas possible. On peut déléguer. On peut déléguer, mais au départ, ce n'était pas du tout possible. C'était pas du tout possible. Déléguer fallait c'est midi, c'est maintenant. Allez-y. Non, l'argent, c'est pas facile. Oui, Jess. Alors moi, j'ai une question comme à titre personnel. Pourquoi est-ce que... Parce que la tomate, ça reste un produit où le prix est un peu... Tantôt, on a des tomates, le kilo à 800, 2000, 3000. Qu'est-ce qui fait que ça balance à ce point? Quand vous allez sur le terrain, souvent vous avez besoin de certaines machines comme des tracteurs, des caterpillars, des chargeuses, tout ça. Quand vous allez pour la location, on vous dit 1,5 million le jour.
Si vous devez nettoyer 1 hectare, c'est 2-3 jours. Vous allez enlever tout cet argent où? Un agriculteur qui n'a pas assez de moyens, comment il fait? C'est pour ça que les gens ils produisent en petite quantité en fait. Ils ne peuvent pas travailler sur une grande surface parce qu'ils n'ont pas les machines nécessaires, ils n'ont pas les moyens nécessaires. Vous voyez, en France ou en Chine, moi j'ai des amis chinois, ils disent par exemple en Chine, si tu es une jeune fille, tu vas à l'agriculture, on te donne toutes les machines, tout le matériel à ta portée. Donc c'est ça, il faut que la Côte d'Ivoire... Que l'État s'implique davantage. S'implique davantage s'ils veulent qu'on arrive à s'autosuffire sur le plan alimentaire. D'accord. Et je suppose aussi que pour arriver à ce niveau-là, vous avez dû faire beaucoup de concessions parce que quand on est jeune fille, on a vraiment envie de se faire plaisir. Bien sûr. On a envie de plaire, de tester sa capacité de séduction. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Et vous, comment est-ce que vous êtes parvenu à faire fi de tout cela pour vous investir corps et âme dans votre activité? D'abord, je me suis fixé des objectifs. Parce que la vie, c'est ça. Il faut avoir des objectifs, des principes bien clairs. Je vais atteindre ça en un temps record. Ou en 1 an, je veux devenir ça. Donc, pour atteindre votre objectif, il y a des choses qu'il faut laisser. Par exemple, souvent, vous ne pouvez pas mettre la pommade ou vous ne pouvez pas vous maquiller, par exemple. Puis aller en boîte. Ou aller en boîte, par exemple. Tout le temps. Acheter des tissages de 300 000 francs, par exemple. Mais sacs à main de 400 à 600 000. Si vous faites ça, vous as 100 francs dedans. Si vous faites ça, votre société tombe. Parce que oui, votre société risque de tomber. Il y en a qui ont ça, mais la société a arrêté. C'est qu'ils ont une bonne base financière. Parce que pour un jeune qui n'a pas une bonne base financière et vous voulez frimer, vous tombez. Ça ne va pas ensemble. Non, c'est une combinaison qui ne marche pas du tout. Ayez d'abord une bonne base financière et après, vous allez frimer, faire le malin. Et vous donnez combien de temps pour commencer à frimer, en fait, si ce n'est déjà fait? Elle a déjà commencé? Non, ça n'a pas encore commencé. C'est que quand ça va commencer, ça sera fait. Est-ce que vous pensez que le regard des gens a changé sur vous, de votre famille par exemple? Oui, effectivement, ça a changé et beaucoup de jeunes de mon entourage commencent maintenant à s'intéresser un peu à l'agriculture. Parce qu'au début, ils disaient que c'est pas un travail pour femmes, c'est trop compliqué, c'est pas choco, etc. Mais c'est possible de faire une agriculture choco. Aujourd'hui, il y a des hors-sols, vous pouvez faire dans des bacs, dans des pots, c'est possible. Les jeunes, il faut vous intéresser à l'agriculture, c'est ce que moi je veux leur dire. Quand je suis née toute noire. En général, les bébés naissent clairs, mais moi, je suis née toute noire. Et il y a une des matrones qui a sorti comme ça, qui a dit à ma maman, on n'a jamais vu un bébé naître noir. Ton bébé, c'est pas un être humain, c'est un génie, donc il faut le faire partir. Qu'elle me rejetait tout le temps, elle me disait que j'étais pas belle, que je ne suis pas belle en photo, il fallait pas que je fasse des photos avec elle. Déjà toute petite, c'était comme ça, c'était tout le temps des railleries, des moqueries, la noire, minuit. C'était mon surnom, ça, minuit. À l'école, c'était pareil. Je pleurais en classe. Je ne me sentais pas comme un enfant normal. Je me sentais... C'était un peu comme je me disais souvent, je m'asseyais seule dans mon coin et je me disais, est-ce que je ne suis pas un extraterrestre? Il m'a indexé. Il m'a dit que je faisais peur. Et ça, vraiment, ce sont des trucs... Quand tu vas en société, ce sont des trucs qui ne se disent pas. Cette peau noire qui dérange. Pendant trop longtemps, la peau foncée a été considérée comme pas assez belle. Les filles foncées en savent des choses. Tu es noire comme la nuit. Dans la nuit, on ne te voit que lorsque tu souris. Tu es noire comme du goudron ou du charbon. Les expressions qu'elles connaissent que trop. Quand il faut faire des photos avec des filles plus claires, c'est un parcours du combattant. Car l'éclairage ne sera jamais adapté en fonction de la peau plus foncée. Non, jamais. Je vous épargne l'enfer pour trouver un fond de teint et une maquilleuse qui ne vous transforme pas en commiant. Pour le choix des couleurs des tenues, elles ont droit à ce type de commentaires. Cette couleur est trop sombre pour toi. Tu ne devrais pas porter de noir. Cela peut sembler banal, mais ce sont des commentaires qui restent dans le creux de votre tête et qui vous font détester cette peau. Quand la société et les médias se mêlent à la danse, c'est encore pire. Affiches publicitaires, reines de beauté, actrices, animatrices, chanteuses, people, tout adulé, ayant la même particularité, une peau claire. Alors expliquez à cette jeune adolescente foncée qui ne doit s'identifier qu'à ces personnes, ce qui est un peu normal à cet âge, qu'elle est tout aussi belle.
Si cela est vrai, pourquoi elle ne voit pas plus de filles comme elle dans les médias? La dépigmentation reste alors pour elle une porte de sortie, une chance d'être enfin vue dans le noir. Les filles foncées ne vous l'avoueront jamais, mais ont été pendant un moment donné complexées par cette peau. Et celles qui ont réussi à la garder malgré tout ont une force de caractère et ont enfin compris que la beauté ne devrait pas avoir de couleur. Les choses sont en train de changer depuis quelques années, pourvu que ça dure. Mais cela ne dépend que de nous. Notre inventeur du jour, M. Kofi Yaopierre, a remarqué ce geste fastidieux lorsque nos mamans allaient recueillir de l'eau vers les pompes hydrauliques classiques. Donc ce geste fastidieux, fatigant, ce geste éreintant qui vraiment casse le dos de nos mères. Donc il a pensé à une solution pour faciliter cette cueillette de l'eau là. Donc avec sa pompe hydraulique Bodokro, c'est son village et il aimerait faire honneur à son village. Et voilà comment ça marche, c'est tellement simple. Avec l'aide d'un seul doigt, vous arrivez à avoir de l'eau. On va dire que ce dispositif qui est là, c'est un forage, donc c'est déjà installé au niveau des villages pour leur desservir en eau. Et c'est tellement génial parce que le fait de pousser, le fait de faire cette action est vraiment fatigante. Et avec un doigt, avoir de l'eau, c'est un grand pas qu'on fait. C'est un grand pas. C'est une idée qui facilite la vie de toutes ces dames-là, de toutes ces ménagères-là qui sont dans nos villages. Et c'est l'œuvre de M. Kofi Yaopierre qui est avec nous en studio. J'aimerais qu'il se tienne debout. Voilà. Merci. Bravo. Il faut dire que le Bodokro peut être utilisé dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, parce que ce système-là permettra de faciliter, par exemple dans le domaine de l'élevage ou l'agriculture, faciliter et desservir en eau les plantations de manière efficace. Aussi, dans un autre domaine qui est assez sensible, c'est lorsqu'il y a un feu. Lorsqu'il y a un feu, le premier réflexe qu'on a, c'est de couper toutes les lumières, alors que les installations prévues pour humidifier le coin marchent avec l'électricité. Alors qu'avec notre dispositif, le Bodokro, il suffit juste de pousser la manchette pendant quelques minutes et partir. Merci. Le temps que les professionnels du feu arrivent, l'endroit est humidifié. Souvent, quand il commence le calcul, la connexion, comme ça, quand il te dit, tu comprends, quand il dit non, il va te noyer encore. Parce que souvent, c'est des vendeurs d'illusions. Bon, je sais pas. Oui, souvent, ça arrive. C'est-à-dire, il te noie encore plus. C'est difficile. Lui-même, là, c'est-à-dire, pour comprendre quelque chose, toi-même, là, il faut cerner même ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui est dans l'illusion des X et autres, des trucs virtuels, bon, toi, tu es assis là, mon ami, c'est difficile. Je veux dire que les mathématiques, c'était notre bête noire. Bon, moi, ça n'a pas été la bête noire, généralement, depuis la maternelle, moi, j'avais des moyennes en maths. Et oui, j'ai relevé. Moi, c'est pas mon problème, ça. Je veux dire que les mathématiques, c'est depuis l'école primaire. Déjà, les enseignants, à l'époque, eux-mêmes, me montraient que mathématiques était difficile. C'est-à-dire, déjà, tu quittes à la maison, maman parle de... Pour avoir même ton argent de poche, là même, 25 francs, il y a trop de cas, on te frappe pour ça. Ça devait être un problème. Arrivé à l'école, on te parle de problème. Donc, c'est comme si les problèmes vous suivaient jusqu'à l'école. Et quand c'est comme ça, la tête, le cerveau même refuse les mathématiques. Et les professeurs, les enseignants, qui n'a pas été frappé ici à cause des tables de multiplication? 3 fois 1, 2 fois 2, 3. On nous a frappé. 3 fois 1. 3. C'est un exemple. C'est un exemple. Chacun de nous. Et les assistants, ils étaient malades à l'époque. Eux, ils ont la correction comme ça. Et puis, eux, ils vous disent, toi, il faut réciter. Dépose, nous tous, on va réciter ensemble. Mais quand je dépose, parce que c'est difficile, c'est pas facile. Je veux dire que les mathématiques, c'est bien. C'est bien. Nous, on espère comprendre quelque chose. C'est pourquoi moi, j'ai plus préféré la littérature. Parce que la littérature, quand on te dit, donnez-nous les impacts socio-économiques des fêtes de fin d'année, toi, tu écris, tu ressens ce que tu as dans le ventre. Si ça va avec ce que le professeur ressent, si ça l'arrange, il te donne la bonne note. Et les mathématiques, c'est du concret. C'est du concret et c'est notre quotidien sans nous en rendre compte. Quelqu'un disait que les mathématiques s'imposent à nous et c'est la réalité. Vous allez au marché avec nos mamans, bah on est du de Warabine, on est temps de Katam, vous allez bastan, ce sont les mathématiques. On espère. Mais attention, on va dire qu'en toute chose, il faut avoir des limites. Tout excès nuit. Parce que trop de mathématiques, vous devenez avare. Quand vous faites trop de mathématiques, vous devenez avare. Quand trop de parler de trop de discriminants, vous devenez partisan de la discrimination et trop de sinusite. Non, trop de sinus. Ça donne sinusite. Pour vous, les mathématiques, c'est quoi? Tout le monde fait les mathématiques. Les mathématiques, c'est un ensemble de raisonnements. Et un raisonnement qui
conduit à des résultats positifs. Voilà. C'est le fait que ça donne directement des résultats que les gens pensent que... Et les gens fuient. Sinon, chaque fois que Dieu fait, vous faites de la mathématique. Actuellement, vous êtes là, vous êtes en train de faire de la mathématique. Vous avez un sourcil. Ah ouais? Vous avez un sourcil. C'est une équation. Le sourcil, c'est de venir à 5 midi. OK? Pour apprendre ce qui doit se passer. C'est une équation. C'est un ensemble de problèmes dont est confronté l'individu. Cependant, par son génie de fait, il trouve des solutions. Et pour avoir les solutions, il faut venir à l'heure. Ça fait un peu d'écart. Mais si ça ne constitue pas un problème, que c'est plutôt un moment de plaisir. Effectivement, les mathématiques, c'est un moment de plaisir. Seulement, c'est vraiment un moment de plaisir. Ouais. Un moment de plaisir, en ce sens qu'il s'impose à nous, comme l'a dit déjà Philo dans ses dits. Les mathématiques s'imposent à nous, et j'ai toujours l'habitude de le dire. L'homme en tant que tel même est constitué de manière mathématique. Aujourd'hui, allez-y devant le miroir, mettez-vous devant le miroir, prenez un truc que vous tracez du bas en haut. Vous verrez que ce côté est sensiblement égal à là. Ce côté est sensiblement égal à ici. Ce côté est sensiblement égal à là. Comme Proudhon dit, on ne peut pas être homme accompli et nier ce qui fait de nous hommes. Vous êtes fait de manière mathématique. Il n'y a pas de raison de dire que je n'aime pas les maths. Dire cela... On ne va pas forcément revenir... Dire cela, c'est comme si vous ne savez pas comment vous êtes né. Voilà, dans un premier temps. Sinon, les mathématiques recherchent le raisonnement. Le raisonnement, d'accord. Toute personne qui raisonne fait de la mathématique. D'accord. On revient donc à vous. Je ne vais pas forcément parler de votre parcours, mais plutôt de vos débuts. Lorsque vous avez décidé d'enseigner les mathématiques, comment est-ce que vous avez vécu ces premières années? J'ai été tellement heureux parce que je me dis que c'est une matière que... Nombreux sont des enfants qui lancent des discrédits, qui tournent le dos à cela. Donc, je me dis que... Parce que quand j'interroge un peu les enfants, ils trouvent que les mathématiques, c'est dur, c'est temps. Donc, je suis rentré dans l'enseignement pour essayer, de mon possible, de démystifier les mathématiques et faire comprendre aux enfants que les mathématiques, c'est eux-mêmes dans un premier temps. Voilà un peu comment je suis rentré dans l'enseignement. Et c'est comme ça que j'ai construit quelques livres que vous voyez, qui viennent à point nommé. Étaient-ils réceptifs, ces élèves que vous avez eus au début? Mais bien sûr. Si tu es mon élève et que tu n'es pas fort en mathématiques, ça veut dire qu'il y a une partie de ta tête qui se trouve au village. Mais quel est le langage? Donc tu dois aller chercher ça. Je le dis parce que... Mais justement, c'est quoi le discours que vous teniez? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aiment les maths? Parce qu'on veut bien comprendre les maths, on veut bien les aimer, mais la difficulté, elle est là. Elle est là, c'est ça. Dès que je me présente, dans un premier temps, j'ai dit aux enfants, les mathématiques, c'est vous-même. Premier. Deuxième, ne soyez pas distraits. Voilà le gros problème. Ne soyez pas distraits pendant le cours des mathématiques. Sinon, en réalité, les mathématiques, il n'y a rien dedans. Mais c'est le manque de concentration qui font qu'on est déjà à l'eau. Or, la quasi-totalité de nos enfants sont très distraits. Aujourd'hui, je suis en train de faire une démonstration. Je dis par un point donné, une droite donnée. Il ne passe une unique seule droite, passant par ces points et parallèle à la droite donnée. Au moment où je prends la règle et l'équerre, je suis en train de glisser. Une seule seconde, tu regardes ton voisin. Quand tu vas voir, les deux droites sont parallèles. Je te demande, prends la règle et l'équerre, passe au tableau, tu ne pourras pas. Ta présence devient ton absence. Voilà. Ce que je souhaiterais dire aux enfants, ne soyez plus distraits pendant les cours de mathématiques. Si vous avez franchi cette étape, vous allez devenir des mathématiciens. Voilà ce que je souhaite. Vous l'avez dit tantôt qu'on vit les mathématiques au quotidien. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, les théorèmes de Thalès et de Pythagore, en quoi on les applique dans la vie quotidienne? Ah oui. OK. Par exemple, quand je prends le théorème de Thalès, ou bien revenons sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, pour construire une maison, tu as besoin du théorème de Pythagore. Pythagore dit quoi? Quels sont les cas où une position peut être tenue pour longtemps? Pour qu'une position soit tenue longtemps, il faut que les deux positions soient perpendiculaires. Pythagore vient dans le but de pouvoir aider les gens à pouvoir réussir à faire des constructions dans l'auteur. Voilà. Thalès, lui, il permet à l'enfant de réussir à subdiviser des segments en parts égales.
Parce que c'était un petit monsieur, très bonhomme petit. Il était quelque part en train de se balader et dans une montagne, il a vu une montagne très haute. Très haute. Et il a essayé de mêler les parallèles. Je veux dire que je disais lorsque je vous présentais tout à l'heure que vous êtes auteur de plusieurs livres. Mais à côté de cela, vous avez développé des jeux pour rendre les mathématiques plus accessibles à nos élèves. Exactement. OK. Avant d'arriver sur le jeu, je rappelle aussi que j'ai construit des CD mathématiques audiovisuels. D'accord. Le 6e en terminale. L'enfant, il prend le CD, il met dans un DVD comme dans l'ordinateur, il me voit et je fais simplement le cours. C'est net mathématique. Oui, de manière mathématique. C'est de la 6e jusqu'en terminale. Maintenant, je me suis dit, mais écoutez, le constat que j'ai fait, je me dis, nos enfants n'aiment plus du tout nos matières. Alors, quand je pose la question aux enfants, pourquoi tu fais les mathématiques? Ils disent, mais monsieur, je fais les mathématiques pour des notes. Je pose la question aux collègues, pourquoi on fait les mathématiques? Ces derniers me répondent, mais monsieur Mambo, on est formé pour nos enfants. Et j'ai compris que les enfants n'ont pas tellement tort, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font les mathématiques. Et voilà un peu comment j'ai réfléchi. Toujours la théorie. C'est comme ça que j'ai créé un jeu baptisé nom d'enquête. Ce jeu doit permettre à l'enfant de passer de la théorie à la pratique. Et comment ça se joue? C'est un ensemble de cartes. Et c'est un jeu qui est accessible à tout le monde entier et non pas la Côte d'Ivoire seule, ni l'Afrique. Voilà. Je rentre dans un pays, j'ai à mon actif 201 cartes. Vous choisissez un nombre de cartes. Moi, je ne suis pas là. Maintenant, vous touchez la carte. Vous menez l'enquête. Dès que j'arrive, je vous pose une seule question. Vous répondez à la question. Je procède par des formules mathématiques. Et je vous dis que votre carte touchée se trouve à telle position. Dès que vous comptez arriver à cette position-là, vous avez la carte touchée. Donc, une manière de montrer aux enfants avec les mathématiques, on peut faire une démonstration des choses qui attraient à la magie. En réalité, ce n'est pas de la magie. C'est juste de la mathématique. On va dire pour les tours de magie avec les cartes que nous voyons, c'est pas juste de la magie, c'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Moi, ce que je voulais demander, vous dites qu'on est dans une logique d'amener les enfants à aimer la mathématique. Les X, là, on ne peut pas les remplacer par autre chose. Mais bien sûr, les X, ce sont des variables. Les X peuvent être remplacés par A, par B, par chose, ce sont des variables. En fait, elle n'est pas trop forte en maths, donc elle ne peut pas comprendre. Je parlais plutôt en termes d'image ou de personnages de dessins animés pour les amener à mieux aimer les mathématiques. Sinon, je rappelle aussi que j'ai fait ce même jeu dans un logiciel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère numérique. Donc, j'ai vraiment pensé à... Donc, on a la version en logiciel aussi. Oui, j'ai fait la version en logiciel. Moi, j'aimerais proposer aux parents déjà de ramener nos enfants à nos traditions, à ce qu'on a de meilleur, à ce qu'on a chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est l'initiative de Yeni Djidji. Elle nous a créé un livre pour les tout petits, parce que c'est dès le bas âge qu'on apprend la littérature, qu'on apprend à lire. Donc elle a créé mon livre de coloriage tenues traditionnelles. Et avec ce livre-là, on apprend à nos enfants non seulement les tenues de chez nous, mais en même temps, ils apprennent à colorier. On va dire que la mathématique, c'est comme ça va faire des traits. Donc déjà, dès le bas âge, les enfants commencent à colorier. Vous savez, par exemple, là, on a une tenue à Caen. On apprend aux enfants la tenue à Caen, les parures et tout. On a une autre tenue on est allé à l'ouest. Donc avec ce livre, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Donc les enfants apprennent en même temps les traditions et les enfants apprennent à faire des traits, à faire des droites en coloriant. Donc si vous cherchez une idée de cadeau pour vos enfants, c'est tout trouvé, offrez aux tout petits un livre de coloriage. Vous êtes d'accord avec moi qu'après une longue journée d'études, on a faim. Voilà, il est l'heure de manger. Je vais vous montrer l'astuce pour se débarrasser de la sauce gombo quand on finit de manger le placali. Je vais prendre un témoin, quelqu'un dans le public. Jolie femme, viens. Rapidement, voilà, pour tester, pour ne pas qu'on dise que je raconte n'importe quoi. Voilà. Rapidement. Liliane, ma collègue. Alors, on va se laver les mains. Voilà. On va se laver les mains naturellement. Et puis bon, comme il y a la télé, on ne va pas manger beaucoup, on mange un peu. Hein. Voilà. Mesdames, allez-y. Lavez-vous les mains. Donc, on y va. Voilà, on prend le placali. Le placali, c'est un peu comme le kabato chez les Maliens. Si vous voulez, le ndolé chez les Camerounais et autres. Voilà, vous
Bonjour, je viens pas. De cas. Voilà, je viens d'abord, voilà, parce que... Dès que tu as entendu Plakali, tu es arrivé. Ah, donc, en cas de cas, je voilà, peux te le montrer. C'est ça. Oui. Voilà. On le suit. Voilà. Je dis, monsieur là. Mangez ça, Caroline. Elle va manger tout à l'heure. C'est mon avocat. Je vous présente mon avocat. Voilà. En cas de cas. Elle va manger tout à l'heure. Et là, on était rapidement en train de montrer l'astuce pour se débarrasser de la sauce. Tu vois qu'on finit de manger comme ça là. C'est difficile de se laver les mains, n'est-ce pas? Oui, c'est pas grave, faut mettre un sachet. Il n'y a pas de problème. Fini et puis tu viens. Attends, c'était pas pour moi. Ah, mais ça après l'émission. Non. Je suis pas d'accord. Il dit, on met ça après l'émission. Plus si tu as tout mis ça là. Non, je mange pas tout. Si vous avez tout mis ça. Si moi, je ne sais pas tout mis ça là. C'est mon nom. Caroline, la dernière fois, j'ai été rendre visite à un ami qui est directeur d'une entreprise. Assis à son secrétariat, il y a un jeune homme qui fait son entrée, il a la demande d'un emploi. Alors comme ça, la secrétaire récupère son CV et tourne la première page. La deuxième page, en bas, ils avaient mentionné quelque chose qui a un peu intrigué la secrétaire. Donc elle pose la question jeune de savoir, monsieur, ils ont mentionné ici dans votre CV que vous êtes très rapide en mathématiques. Et le gars, il répond avec assurance, ouais, je suis très rapide. Donc la secrétaire, si ça vous gêne pas, on peut faire tout petit essai. Il dit avec plaisir. Elle dit, combien font 12 500 multiplié par 4? Le gars dit 3200. Et dit, vous êtes sûr? Il dit, pas vraiment, mais rapide. Vous avez fini de manger votre Plakali, généralement, vous plongez directement la main dans l'eau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre la main gauche, la main que vous n'avez pas utilisée, vous faites avec moi, et vous faites ça. Vous joignez, vous frottez. Comme si vous étiez en train de laver vos mains. Voilà, vous frottez très bien. Les filles qui sont en train de changer de teint, là, vous n'êtes pas dedans. On ne sait jamais. Voilà, vous frottez. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez, Méliane? Ça commence à sécher. Voilà. Ça commence à sécher, ça sèche automatiquement. Mais ça va sentir le gombo, donc... Oui, je viens justement, c'est de ça que je parle. Il faut frotter, voilà. Et là, on n'a plus de feuilles de gombo. On n'a plus rien sur la main, on peut se toucher tranquillement. C'est parti où? Les feuilles sont parties où? Voilà, on n'a plus de gombo sur la main, hein? voilà. Et ensuite, vous rincez. Dès que vous rincez, l'odeur est partie. Allez-y, rincez vos mains. C'est tellement simple. Vous finissez de manger, il ne faut pas laver les mains immédiatement. Il faut d'abord frotter. Vous remarquez, il n'y a plus rien sur la main. Il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, je touche, hein? Voilà. Oui, allez-y. Et ça marche, hein? Avant, je dansais seulement. Aujourd'hui, je chante un peu là. Mon cas où me vient de là-haut. C'est grâce à vous, mes fanoués. C'est le barabara qui paye. C'est le barabara qui paye. C'est parce que je barabara seulement. Yo-yo. Non, mais... Attends, mais toi, non, ça, non, tu m'arrêtes ça, Non, c'est bon. Eh là là, parce que non. Oh, si. Non. Tu t'es fait piéger. Waouh, ça fait plaisir, mais tu as coupé mon cœur. Et te jure, ça fait plaisir de te voir aussi. En même temps, j'ai peur. Oh là là. On a décembre. Mais tous ceux, ils étaient complices en fait. Non. Donc le manager maestro était complice. La bonne était complice. Waouh, donc il achète 10 robes. Donc merci à nous. Okay, et puis un coucou à tous ceux qui nous regardent. Merci, big up à tous les fans ensemble, je vous adore. Attendez-vous à moi, la go faisait gentiment ses courses et puis je suis allée faire semblant de la graisse. Donc elle tourne ses jets de reins, elle a peur aussi. On m'a dit qu'elle est dans les parages, je sais pas. Derrière le rideau, tout ça. Ah bon, hein? Tu n'as pas entendu, elle appelait son manager au secours. Annick Choco, sur le plateau de Chez vous allez bien? Et ça vous a fait quoi? Vous n'avez pas reconnu Priscilla? J'étais étonnée, il m'a acheté mes petits trucs, vu que je dois voyager. Je vois voir la folle qui quitte là-bas. Il dit, là, Prisca, d'accord, comme tu as dégamé sur moi, moi, je viens dégamer sur toi ce midi. Mais son dégamage est trop classe, là. Je te dis, son dégamage est trop classe. Entre dans le magasin à prier. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Le dégamage, elle n'a qu'à mettre le son. Il a tué, il a dégamé à ce midi aujourd'hui. Mais comme vous savez, dit ça tout à l'heure.
On ne savait pas qu'Annick Choco viendrait sur le plateau, sinon on aurait quand même positionné le son. Ça sera peut-être pour une autre fois. C'est relancé. A cappella, très rapidement. Avant, je dansais seulement. Aujourd'hui, je chante un peu là. Mon dos me vient de là-haut. Allez, on va ça pour mes fans, oui. Mets la basse, aïe aïe. Mets la basse, aïe aïe. Mets la basse, aïe aïe. C'est midi, Salut à tous et bienvenue dans le club C'est Midi. Cette semaine, nous dressons le portrait de Cupidon à travers quelques réponses des micro-trottoirs. Les relations amoureuses vues par les hommes et par les femmes. C'est parti! Première question, qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans votre couple? Pour les hommes, une femme gentille, elle peut vous rendre heureux. Et les femmes? Une fois qu'il y a l'amour, il y a la paix, il y a la tolérance, il y a le partage, il y a la compréhensivité, je pense que je serai très heureuse dans mon couple. Bon, ça commence bien, ça commence même très bien. On continue. Pourriez-vous abandonner votre culture pour votre conjoint ou votre conjointe, messieurs? Bon, tout est possible. Donc, si la condition de pouvoir avoir le conjoint réside en l'abandon de la culture, je peux le faire. Bonne réponse. Et les femmes, elles en pensent quoi? C'est la culture qui fait l'homme. Je ne peux pas abandonner ma culture parce que je épouse quelqu'un d'autre. Oh oh. Bon allez, question suivante. Êtes-vous capable de vous marier pour des papiers? Honneur aux dames cette fois-ci. Non, je ne pense pas que je serais capable de me marier pour avoir des papiers parce qu'après, ça devient une sorte de charge sur toi, ça te pèse. C'est bien. À vous, messieurs. Oh oui, je suis capable de me marier parce que si j'ai mes papiers maintenant, ça me permet de voyager encore plus facilement. C'est ce qu'on appelle une réponse directe, honnête et sereine. A-t-on déjà profité de votre naïveté? Il a tout donné, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ce dernier était marié, il avait une femme et des enfants. Donc, franchement, quand j'ai appris, ça m'a tellement dépassé que, franchement, il a décidé de ne plus avoir confiance en un homme. Il y a eu confiance en elle, et puis après, elle s'est foutue de moi. Elle avait un homme. Quand elle a vu que l'homme est revenu, elle a abusé de moi par rapport à mon argent. Tout. Quand elle a vu que l'homme est venu, elle s'est retirée de mon nom. Elle voulait en profiter. Égalité! Tout le monde est déjà passé par la case goumin. Entendez par là le chagrin amoureux. Abordons à présent une question épineuse. Êtes-vous sûr de la fidélité de votre conjoint? Alors? Effectivement, je suis sûr de la fidélité de ma conjointe parce que je la connais et je pense qu'elle me dit la vérité. Oui, je suis sûre de sa fidélité, certaine, parce que pour moi, la fidélité, c'est d'abord la confiance. Ouf, plus de peur que de mal. Ma conjointe que je suis avec elle présentement, je ne suis pas sûr. Pardon? Je ne suis pas sûr que vraiment elle est fidèle, puisqu'elle me trompe. Ah, désolé, on est vraiment navré. Même si il n'est pas fidèle, on fait avec. Moi, je suis qu'il me trompe, c'est normal. Parce qu'Abidjan, il y a tellement de jolis gars que ton homme ne peut pas être fidèle, hein, même s'il t'aime. Ça roule. Moi, chez moi, il y a foi. Hein. Moi, je ne suis pas fidèle aussi. Donc, ça roule. L'essentiel, on s'aime, c'est tout. No comment. Sinon, les plus âgés, que vous inspirent toutes ces réponses? La génération qui arrive a besoin de modèles parce que j'ai l'impression qu'elle est perdue. Il y en a même, ils ne savent même plus porter un pantalon. J'avoue. Heureusement que certaines réponses du micro-trottoir nous transportent dans notre enfance, loin de tous les goumins que la vie peut nous infliger. C'est Amina Tole. En tout cas, franchement, j'ai jamais aimé. Et pour mes camarades, en tout cas, on va jouer juste à Amina là. Et on a presque envie d'y rester. Amina Tole, elle est si bas. Sinawa, Amina Touse, Salina, Sinawa. Merci de nous suivre et merci de prendre donc les bons côtés de tout ce que nous avons donné comme information. On se retrouvera avec votre permission demain à partir de 10h. Au revoir.